remercie tout d'abord la foule nombreuse d'être venue à notre conférence, qui est la 3e conférence du Club d'intelligence économique et de stratégie de l'ISC Paris. Club né il y a une dizaine d'années et qui a pour ambition de montrer des voies de sécurité économique, d'intelligence économique et de stratégie réglementaire pour défendre à la fois notre économie et nos entreprises. Et je remercie Nathalie Chauveau d'être venue. Nathalie Chauveau est directrice au sein du cabinet Nexeo, cabinet né il y a une vingtaine d'années, qui est en charge de la practice gouvernance, risque et conformité. Et avant d'intégrer Nexeo, elle a occupé plusieurs postes en tant qu'auditrice interne, responsable conformité, directrice du risque opérationnel. En plus de 25 années d'expérience, elle a notamment mis en place dans plusieurs institutions les processus de gestion du risque de non-conformité du risque opérationnel. Elle est diplômée de l'ESCP et ses 25 années d'expérience lui ont permis d'acquérir une expertise en management, en gestion globale du risque, et elle vient nous expliquer comment mettre en place une veille réglementaire et juridique. Merci Nathalie. Merci Nicolas. Bonjour à tous. Alors, je vais commencer par recadrer un petit peu le périmètre. Il était indiqué veille juridique. Ma présentation va porter sur la veille réglementaire. La différence entre les deux, c'est qu'une veille juridique, ça s'applique au texte de loi et à la jurisprudence qui est émise par des cours. La veille réglementaire, ça s'applique à un secteur régulé, donc il y a effectivement la veille juridique à l'intérieur. Ça s'applique également à tous les textes qui peuvent être émis par des autorités de tutelle professionnelles, donc qui s'appliquent à un secteur. Je suis spécialisée dans le secteur financier, donc l'exemple sera sur le secteur financier. Si vous travaillez dans l'agriculture, l'automobile ou le secteur pharmaceutique, il faudra adapter en fait les autorités de tutelle spécifiques. Tout ce que j'explique sur le droit européen et sur le droit français, en revanche, s'applique de manière totalement transverse. Pareil, en veille réglementaire, vous avez également toute la jurisprudence des autorités de tutelle qui va entrer dans le périmètre. Donc, un périmètre un peu plus large en termes de veille, un périmètre un peu plus étroit en termes de secteur. Le secteur financier est un secteur qui est extrêmement régulé. En 2017, je dirais au plus fort de la réglementation, si vous étiez un conglomérat financier, donc un très gros groupe avec de la banque, de l'assurance, de l'asset management, vous pouviez avoir jusqu'à un texte réglementaire par jour qui sortait. Donc la veille réglementaire était vraiment une activité stratégique. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Je vais déjà présenter tout ce qui est articulation des lois et réglementations. Tout ce qu'on appelle la hiérarchie des textes et la chronologie des textes de leur premier jet jusqu'à leur entrée en vigueur. Pour faire une veille réglementaire, il faut vraiment savoir où se situe un texte dans la hiérarchie. Parce que vous avez notamment entre le droit français et le droit européen des textes qui vont aller même pas se superposer, qui vont entrer en vigueur et qui vont supprimer certains textes existants. Donc il faut vraiment comprendre tout ça. Moi, je ne vais pas y passer un temps énorme parce que j'ai 45 minutes en tout. Mais voilà, je vais faire un petit aperçu de ça. Où trouver les textes? Ça, je vais passer très rapidement dessus. Vous aurez les slides après, donc vous avez tous les liens qui vous permettront d'aller justement chercher vos textes dans votre domaine de compétences, si ça vous intéresse. La partie veille proprement dite, alors que ce soit dans une entreprise ou dans un cabinet de conseil, c'est à quel moment vous regardez un texte et à quel moment vous commencez à travailler sur le texte. Ne pas s'y prendre trop tôt, ne pas s'y prendre trop tard. Donc là, on va vraiment rentrer dans la partie opérationnelle. Et on m'a demandé de vous laisser un temps de questions-réponses, donc il y aura un temps de questions-réponses. Si c'est tout clair, je vais démarrer. Donc, l'articulation des lois et réglementations. Je pense qu'il y a pas mal de secteurs dans lesquels vous en avez. Dans le secteur financier, il faut connaître quelques organismes consultatifs internationaux qui vont avoir un impact sur la réglementation. Les organismes consultatifs, comme leur nom l'indique, ne font pas de textes qui vont entrer en vigueur dans la réglementation nationale. Ça va être soit les instances réglementaires européennes, soit les instances réglementaires françaises, qui vont pouvoir décider de s'emparer d'un texte pour le faire entrer en vigueur chez eux. En revanche, selon l'autorité,
on va pouvoir voir dès le départ les textes qui sont proposés et quand on connaît en fait un peu le droit européen, le droit français, savoir lesquels risquent d'arriver en réglementation européenne ou locale dans les années qui viennent. Le GAFI, ça je pense que vous en avez entendu parler, c'est l'organisme qui s'occupe de tout ce qui est lutte anti-blanchiment et lutte anti-financement du terrorisme. Alors le GAFI est un cas particulier, le Code monétaire et financier a dit « vous devez prendre en compte les recommandations du GAFI ». Donc ça a beau être un organisme consultatif, le droit français vous dit « regardez les textes du GAFI ». Donc au moins comme ça règle le problème. La Banque des règlements internationaux, et plus exactement le BCBS, donc Basel Committee of Banking Supervision, émet des recommandations sur la supervision prudentielle des banques. Donc tout ce qui va augmenter la résilience des banques, la maîtrise des risques, la résistance du bilan bancaire. Alors, le BCBS publie des consultations. Après qu'il ait reçu les réponses aux consultations, il publie un texte définitif. Les textes du BCBS peuvent soit être repris par la Commission européenne pour devenir des textes européens, soit on verra un cas particulier avec les BCE. Avec la BCE, on peut avoir d'autres autorités de tutelle qui vont décider d'appliquer un texte du BCBS, même s'il n'est pas entré en droit européen ou en droit national. L'IOSCO, je l'ai mis aussi, tu connais peut-être, Securities. L'IOSCO gère tout ce qui est transparence et bon fonctionnement des marchés financiers. Donc là, les textes de l'IOSCO sont rarement repris tels quels. En revanche, dès qu'on va être dans les chartes de transparence, dans les chartes de protection de la clientèle, on va avoir des recommandations de l'IOSCO qui sont prises en compte en droit européen ou en droit français. Donc voilà pour les organismes consultatifs. Maintenant, on passe au droit proprement dit. Les régulateurs européens. Dans le domaine financier, l'essentiel de la réglementation est européenne. Ça veut dire que ce sont les régulateurs européens qui vont avoir l'essentiel du rôle dans la veille réglementaire. Donc la Commission fait les propositions de directives et de règlements. Le Parlement et le Conseil valident, proposent des amendements et votent le texte de la Commission. Petit détail, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, dans le déroulement du texte, la proposition de la Commission ne donne pas lieu à consultation, elle est proposée telle quelle au Parlement et au Conseil. Le Parlement et le Conseil vont s'adresser à leurs associations professionnelles au niveau européen, au niveau local pour les parlementaires nationaux, vont proposer les amendements et il va y avoir ce qu'on appelle une phase de trilogue. Donc on va prendre le texte de la Commission, le texte du Conseil avec les amendements proposés, le texte du Parlement avec les amendements proposés, et il va y avoir une grosse feuille à 4 colonnes qui circule, et vers la fin, les trois vont se mettre d'accord sur un texte définitif. Une fois que ce texte définitif est validé, le Parlement et le Conseil votent le texte. Une fois que le texte est paru au journal officiel, il rentre en vigueur dans sa date d'entrée en vigueur. Et là, c'est important, on verra dans la dernière partie pourquoi cette temporalité des normes est une chose importante à connaître en termes de veille réglementaire. Alors ensuite, on a deux instances qui sont un peu à cheval entre régulateurs et autorités de tutelle. La Banque Centrale Européenne est la garante de tous les textes relatifs à l'eurosystème, c'est-à-dire le système européen des banques centrales. Donc tout ce qui est texte sur le fonctionnement de l'eurosystème, que ce soit le système des comptes courants banque centrale avec lesquels les banques s'échangent entre elles les gros montants au niveau européen, ou Target 2 Securities, qui est le système de règlement-livraison de titres entre les banques européennes. Donc tout ça, les textes réglementaires sont émis par la BCE. Et la BCE a une deuxième fonction, c'est l'autorité de tutelle des établissements systémiques, c'est-à-dire des établissements qui, selon certains critères, sont identifiés comme, en cas de défaillance, pouvant mettre en danger l'économie mondiale. Donc en France, il y a 4 établissements systémiques, je pense que vous les connaissez, BNP, Société Générale, Crédit Agricole et BPCE.
Et donc ces établissements sont supervisés directement par la BCE et non pas par la CPR, qui est l'autorité de tutelle nationale. Donc la BCE est à la fois régulateur et autorité de tutelle. Et l'ESMA, qui est l'autorité européenne des marchés financiers, a également le cas. Elle est censée émettre les textes, on verra après, les textes de second niveau relatifs aux règlements et aux directives sur les marchés financiers, mais elle supervise également tous les acteurs nationaux centraux. Donc les chambres de compensation centrales, les agences de notation, les contreparties centrales. Il y a des acteurs de marchés financiers centralisés en Europe. Ils sont supervisés directement par l'ESMA. Donc l'ESMA a également ce double rôle de régulateur et de superviseur. Pour ceux qui ont lu l'esprit des lois, c'est une vraie problématique au niveau européen d'avoir des instances qui font à la fois les textes et qui supervisent. Bon, on ne va pas rentrer dans ce débat-là parce qu'on n'a vraiment pas le temps, mais c'est une chose à savoir. Pour les amoureux du droit, c'est vraiment un sujet passionnant. Et donc, comme je l'ai annoncé, l'étape suivante, ce sont les autorités de supervision européennes. Donc là, pour vous expliquer un peu le fonctionnement des textes européens. La Commission, le Parlement et le Conseil émettent des règlements et des directives. Les règlements s'appliquent dans tous les pays et écrasent en fait le droit national. C'est-à-dire que lorsqu'un règlement européen sort, c'est ce texte-là qui s'applique dans tous les pays. Si le droit national disait le contraire, le droit national, cet élément du droit national n'est plus en vigueur. La directive doit être transposée en droit national. Ça veut dire que la directive en elle-même n'a pas de valeur, mais les pays européens ont l'obligation d'intégrer le texte de la directive dans leur droit national. Pour l'anecdote, il existe deux types de directives européennes. Une directive d'application minimale, comme NIS 2, qui est une directive qui vous dit vous mettez au moins ça dans votre droit national et vous êtes totalement libre de mettre plus. Et il y a des directives d'application maximale où là vous n'avez pas le choix, vous intégrez dans votre droit national exactement ce que dit la directive, pas plus, pas moins. Dans le milieu financier, vous avez des autorités de supervision qui vont venir préciser les textes. Au début, avant 2010, quand le Parlement et le Conseil émettaient un texte financier, vous avez des parlementaires qui devaient rentrer dans le détail de comment fonctionnent les marchés financiers, comment fonctionne la protection de la clientèle, comment fonctionnent les flux de paiement. Ce n'est pas leur boulot. Donc, quand ont été créées les autorités de supervision, la Commission, le Parlement et le Conseil ont dit quand on devra descendre dans les détails, dans la directive ou dans le règlement, on mettra les autorités de supervision européennes seront chargées d'élaborer des textes plus précis qui viendront dire exactement comment les établissements doivent mettre en œuvre cet article. Donc vous avez des articles sur lesquels il y a vous devez faire ci, vous devez faire ça, et les ESA vous donneront plus de précisions sur comment le faire. Et donc on se retrouve avec trois autorités de supervision, donc l'ESMA pour les marchés financiers, l'EIOPA pour les assurances et l'EBA pour les banques, qui prennent ces directives et ces règlements, regardent où on leur a demandé de donner des précisions, font un projet de texte, transmettent le projet de texte à la Commission, qui émet ce qu'on appelle un règlement délégué. Ça veut dire que dans le texte de premier niveau, qui est voté par le Parlement et le Parlement et le Conseil autorisent la Commission à prendre des actes délégués sur la base des propositions faites par les autorités de tutelle. Là, pour le coup, les autorités de tutelle ont le processus de consultation à faire. Ça veut dire qu'elles sortent un projet de texte. Il est public. N'importe qui a le droit de répondre au projet de texte. Alors évidemment, toutes les associations bancaires, assurantielles, sociétés de gestion ou autres vont répondre. Vous avez des établissements bancaires ou autres qui vont eux aussi répondre. Et les particuliers ont tout à fait le droit de répondre aussi aux consultations. Les autorités de supervision prennent ces réponses à consultation, émettent le texte définitif et l'envoient à la Commission. Généralement, il n'y a pas beaucoup de changements entre la consultation et le texte définitif, et il n'y a quasiment aucun changement entre le texte définitif et le règlement délégué voté par la Commission. Ça n'est pas toujours le cas. Ça arrive qu'il y ait des disputes entre les autorités de supervision et la Commission, et que le règlement délégué sorte plus tard et pas dans sa version d'origine. Mais c'est assez rare. Donc voilà, une fois que vous avez ces deux couches, vous avez
une troisième couche, parce que les autorités de supervision, on leur a donné un pouvoir de régulation. On leur a dit, si jamais vous pensez qu'il y a un manque dans la réglementation européenne, il y a un point qui n'est pas précisé, qui n'est pas dans les textes de premier niveau, qui n'est pas dans les textes de second niveau, vous avez le droit par vous-même de proposer des textes. Donc ça, ce sont des lignes directrices. La ligne directrice n'a pas de valeur juridique au niveau européen. En revanche, toutes les autorités de supervision nationales ont l'obligation de dire si oui ou non elles vont intégrer ces lignes directrices dans leurs obligations nationales. Et en fait, là, on est sur la base du comply or explain. Je ne sais pas si vous avez étudié cette notion-là en droit. Ça veut dire que soit l'autorité nationale va dire « j'adhère complètement aux lignes directrices qui ont été émises au niveau européen ». Ça veut dire que tous les établissements qui sont sous mon autorité sont obligés de les appliquer telles quelles. Ou alors, je les appliquerai partiellement. Et dans ce cas-là, l'autorité doit dire pourquoi elle ne va pas appliquer les éléments qu'elle refuse d'appliquer, ou l'autorité peut dire je le rejette complètement. Là, il va falloir une très grosse explication bien ficelée. Et en fait, en France, la CPR notamment, qui est l'autorité de tutelle des banques et des assurances, eh bien, elle regarde les guidelines et elle les prend très au sérieux, elle les compare au droit national, et c'est arrivé qu'elle elle a très rarement rejeté des textes dans leur intégralité. En revanche, ça lui est très souvent arrivé de rejeter des morceaux de texte en disant c'est contraire au droit national, ça n'est pas dans le mandat des autorités de tutelle européennes de descendre dans tel ou tel détail, donc on n'appliquera pas ça. Alors il y a grosso modo la BaFin en Allemagne et la CPR en France qui font des gros paragraphes en expliquant pourquoi ils ne vont pas faire. Les autres autorités de tutelle européennes ont tendance à dire, autorités nationales ont tendance à dire d'accord, on va appliquer ça, et puis l'appliquer plus ou moins. Est-ce que c'est clair jusque-là ou est-ce que j'ai perdu tout le monde? Bon, personne ne dort, je continue, n'hésitez pas à m'interrompre si les choses ne sont pas claires. Alors, on passe à la réglementation nationale. Donc si vous avez bien suivi tout le début, tout ce qui est règlement et règlement délégué, pas besoin de réglementation nationale, ça s'applique tel quel. Tout ce qui est directive doit être intégré, et tout ce qui est tout ce qui est guidelines, en fait, c'est encore au niveau suivant. Donc là, on est au niveau des directives et de tout ce qui n'est pas dans la réglementation européenne. Donc en fait, le droit français a une marge de manœuvre sur l'application des directives en droit français et sur tout ce qui n'est pas encore régulé au niveau européen, qui honnêtement dans le domaine financier est de plus en plus réduit. Donc voilà, je pense que vous connaissez mieux que moi, honnêtement, parce que je suis très spécialisée droit européen, un peu moins droit français. Assemblée nationale, Sénat pour tout ce qui est loi. Et ensuite, on a les ordonnances, les décrets et les arrêtés. Alors les ordonnances, c'est le gouvernement, les décrets, c'est le Premier ministre, et les arrêtés, ça peut être n'importe quel ministère de mémoire. Donc vous avez ces 4 couches. Alors la loi, c'est le premier niveau et ça s'impose et c'est obligatoire et c'est au-dessus des autres textes. Les ordonnances et les décrets vont préciser la loi et les arrêtés peuvent préciser des éléments de loi et ils peuvent être complètement à part sur des sujets qui ne sont pas du tout dans la partie légale. Donc les directives sont obligatoirement transposées dans des lois. Et en général, exactement comme au niveau européen, vous allez avoir des ordonnances et des décrets qui vont venir préciser la loi. Notamment parce que le droit européen vous dit vous devez transposer la directive dans 2 ans. Le gouvernement se réveille 2 ans et 10 jours avant la deadline, fait passer une loi qui fait 3 lignes, qui est on va appliquer la directive et des décrets et ordonnances vont préciser comment on va faire ça. Voilà. Et donc après, vous avez des décrets et ordonnances qui sortent beaucoup plus tard. Ensuite, on passe aux autorités de tutelle nationales. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure des autorités de tutelle européennes, mais la plupart des établissements, toutes les assurances, puisqu'il n'y a pas de supervision assurantielle au niveau européen, toutes les banques non systémiques, toutes les sociétés de gestion sont supervisées au niveau national. Donc là, on a l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, banque, assurance,
crowdfunding, émetteurs de crypto-monnaies, établissement de paiement, établissement de monnaie électronique. La CPR, c'est le gros régulateur français. La seule chose qui ne fait pas, c'est les sociétés de gestion qui sont du ressort de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Donc ces autorités, elles peuvent émettre des positions, des recommandations, des instructions, qui sont des textes qui s'appliquent aux établissements qu'elles supervisent. Donc quand la CPR sort une instruction, elle va sortir une instruction pour les banques et les sociétés de financement et les établissements de paiement. Elle va sortir une instruction pour les assureurs. Là, pour le coup, les deux sont vraiment très séparés. Et l'AMF va sortir des positions ou des instructions pour les sociétés de gestion. Donc ces textes vont s'appliquer aux établissements supervisés. Et j'ai mis en dessous les associations professionnelles parce qu'elles ont un rôle à jouer dans le processus d'élaboration des normes. Alors les deux grosses à connaître en France, au moins pour le monde bancaire, c'est la Fédération bancaire française, qui est là une des plus puissantes en Europe. C'est-à-dire que la FBE est très alignée sur la FBF. Et l'ASF, qui est beaucoup plus petite, qui est l'Association des sociétés financières, qui a généralement les établissements de paiement et les sociétés de financement. Alors ces associations professionnelles, elles interviennent à plusieurs niveaux. Je vous l'ai expliqué, après une proposition de la Commission, le Parlement et le Conseil va s'adresser aux associations professionnelles pour avoir des inputs, des remarques, des commentaires qui vont être à l'origine des amendements des textes européens. Et pareil, lorsque vous avez une proposition de loi au niveau français, pareil, les associations professionnelles sont obligatoirement consultées, vont apporter leurs remarques, leurs commentaires qui vont générer des amendements avant la sortie des textes définitifs. Et je vous ai mis le CCLRF, qui n'est pas une association professionnelle, qui est un comité qui appartient à la Banque de France, mais qui réunit toutes les associations professionnelles. Et le CCLRF va être consulté au niveau de l'élaboration des lois. C'est-à-dire que là, il n'y aura pas une loi qui va sortir en l'état sans que le CCLRF ait validé chacun des paragraphes. Donc en fait, ça n'est pas une association, mais c'est vraiment un passage obligé pour l'élaboration des lois qui s'appliquent à la finance en France. J'ai fini sur la partie texte. Ensuite, on va passer à la partie jurisprudence assez rapidement. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Personne ne dort encore? Ok. Alors, la partie jurisprudence, bon, là je pense que vous savez tous, vous avez un texte de loi, vous le respectez ou vous ne le respectez pas. Vous avez soit une autorité de tutelle qui vient voir chez vous comment ça se passe, soit un concurrent mécontent ou un client mécontent qui va vous assigner en justice, et là c'est un juge qui va décider. À partir du moment où vous avez soit une décision de justice, soit la commission des sanctions d'une autorité de tutelle qui dit voilà ce que dit la règle, donc voilà ce que dit le texte de loi, voilà ce que ça signifie, c'est-à-dire voilà comment moi juge ou moi superviseur, j'interprète ce texte de loi. Donc vous avez ou non une sanction, mais vous avez une interprétation claire du texte, voire une interprétation qui va créer des obligations supplémentaires. Et cette jurisprudence, il faut absolument la suivre, parce que vous pouvez avoir une toute petite ligne dans un texte, français ou européen, et une interprétation qui fait 2 pages, où on vous explique exactement ce qui rentre là-dedans et ce qui ne rentre pas. Et c'est ça que vous allez décliner opérationnellement chez vous ou chez vos clients. Donc la jurisprudence joue vraiment un rôle clé dans la veille réglementaire. Et donc ce que vous allez trouver et ce qu'il faut surveiller, au niveau européen, c'est tous les textes de la CJEU, donc la Cour de justice de l'Union européenne. Un truc que vous devez connaître, parce que vous avez sans doute tous, j'espère, entendu parler du RGPD, la loi sur la protection des données. Vous avez certainement entendu parler des arrêts Schrems. À chaque fois que les États-Unis sortent une équivalence de protection des données, vous avez un mauvais coucheur qui dépose un recours devant la CJEU pour le faire annuler, en disant que les États-Unis en fait ne respectent pas l'équivalence RGPD pour tel point, tel point, tel point. Et donc à chaque fois la CJEU dit ben voilà, tel élément du RGPD, voilà comment je l'interprète. Le Privacy Shield américain ne respecte pas ce point,
par conséquent, on le fait sauter. Et en fait, ce sont ces arrêts de la CJEU qui vont vous préciser exactement qu'est-ce qu'un pays équivalent en matière de protection des données. J'espère que là, vous en avez entendu parler, parce que si je prends du purement financier, je risque de lâcher un peu les gens. La protection des données en France, normalement, on connaît un petit peu mieux. Donc, CJEU pour l'Europe. L'ESMA, qui est une autorité de supervision et une autorité de tutelle, a sa commission des sanctions, donc qui s'applique aux acteurs centraux. Donc si vous allez sur le site de l'ESMA, vous allez pouvoir voir les sanctions adressées aux contreparties centrales, aux clearers, aux agences de notation, etc. Au niveau français, l'ACPR est un excellent producteur de sanctions, notamment dans le domaine de la LCBFT, donc tout ce qui est anti-blanchiment, dans le domaine de la protection, la protection de la clientèle, et puis le reste, il y en a un petit peu moins. Sur le prudentiel, on ne trouve pas grand-chose, mais en revanche, sur LCBFT, protection de la clientèle, la CPR produit peut-être une vingtaine de sanctions par an. Donc, et une sanction de la CPR, c'est 50 pages où ils détaillent exactement pourquoi ils ont interprété tel élément du code monétaire et financier comme s'interprétant de cette façon-là et pas d'une autre. Voire en créant en complétant des choses qui ne figuraient nulle part dans le code monétaire et financier, en disant, ben voilà, ça c'est pas expliqué, mais telle phrase, dans telle circonstance, voilà comment ça s'interprète. Ben voilà, je vais vous donner un exemple qui est sorti récemment dans le côté assurance de la CPR et qui est vraiment intéressant. Dans le cadre de la LCBFT, vous devez connaître vos clients. Et en fait, quand vous êtes dans un groupe assurantiel, vous pouvez avoir souscrit une assurance vie d'un côté, une assurance auto de l'autre, et le groupe assurantiel n'a pas forcément la capacité de consolider vos contrats. La CPR a dit la connaissance client, c'est la connaissance de l'intégralité des contrats du client. Je me fiche de savoir que dans 3 filiales différentes, il a 3 contrats d'assurance vie, et qu'ensuite à côté il a une assurance auto, une assurance maison, et que vous n'ayez pas, et que vous ayez 5 numéros clients différents. Je veux qu'au niveau groupe, vous soyez capable de savoir que c'est un client avec 3 encours d'assurance vie, une assurance auto, une assurance maison. Donc là, il n'y avait absolument rien dans le code monétaire et financier sur la consolidation client. C'est l'ACPR, au travers de sa jurisprudence, qui a créé cette obligation. Commission des sanctions de l'AMF, c'est pareil, très très axé protection de la clientèle. Vous avez peut-être entendu parler, elle est très sympa, de la jurisprudence La Poste. Avant la crise des subprimes, La Poste avait vendu un produit à tout le monde en disant ce produit sera rémunéré au CAC 40 plus 10%. Donc vous n'avez quasiment aucune chance de perdre de l'argent, vous êtes mieux rémunéré que les marchés, etc. Crise des subprimes, le CAC 40 se prend moins 50%, donc tout le monde perd 40%. Et les clients des particuliers et les associations de consommateurs sont allés voir l'AMF en disant dites-moi, il y a marqué que le produit, je vais faire mieux que tout le monde, donc ça ne veut pas dire que je vais perdre de l'argent. Et l'AMF a sanctionné La Poste parce que ces documents marketing n'avertissaient absolument pas que c'était un produit indexé sur des indices boursiers et qu'ils étaient susceptibles de chuter comme n'importe quel indice boursier. Donc là encore, maintenant, la façon dont sont créés les documents marketing des produits de marché est très influencée par cette jurisprudence de l'AMF. Et j'ai fini sur la partie structure des normes. Personne s'est endormi, ça va, tout le monde a suivi. J'ai encore des sourires dans la salle, c'est un bon point. Je jette un petit œil sur l'heure, il n'y a pas de problème, on va y arriver. Donc, là, de toute façon, je vais passer très rapidement, parce que ce qui vous intéressera, c'est le support avec les URL. Les organismes consultatifs internationaux, si vous voulez suivre ce qui se passe, vous prenez l'URL et vous y allez régulièrement. En tout cas, quand moi j'ai mis en place mes favoris, il n'y avait pas d'alerte. Donc j'ai des petits pop-up dans mon calendrier qui me disent tous les mois d'aller voir. Le GAFI émet au maximum une modification par mois. En général, ils sont plutôt à une modification par trimestre. Donc j'ai des petits pop-up pour aller regarder ce qui sort sur la BIS, sur le GAFI, moins sur l'IOSCO. Les régulateurs européens, les projets de texte ne sont pas
sont dans les press releases de la commission. Je ne sais pas s'il y a des abonnements aux press releases de la commission, parce que moi je passe par la FBF pour les avoir. C'est assez difficile à trouver. Donc soit vous, effectivement, vous suivez tous les press releases de la commission et vous découvrez les projets de nouveaux textes, soit vous avez une association professionnelle qui va vous alerter sur les projets de nouveaux textes et vous pourrez aller les chercher. En revanche, Eurlex, il faut connaître, c'est le portail du droit européen. Donc c'est là que vous avez tous les textes européens, que ce soit les propositions, les règlements, les directives, les règlements délégués. Vous avez une partie qui vous permet de consolider les textes. Donc quand vous avez eu 4 ou 5 versions ou amendements d'un texte, vous pouvez avoir tout le texte consolidé. Donc c'est vraiment un portail génial. Je passe la moitié de mon temps sur Internet sur Eurlex, professionnel, pas pendant les loisirs. Le Parlement, vous avez un truc qui est super sympa, c'est Legislative Train. C'est vraiment un train, donc vous voyez un petit train sur des petits rails. Et si vous cherchez une thématique ou un texte, ça vous dira où il en est. Il a juste démarré, c'est juste un projet, ou il a bien progressé, il est arrivé. Donc le Legislative Train, il est pas mal. Et sinon, vous avez des commissions, qui sont les commissions qui justement travaillent sur les amendements, les trilogues et autres, où là vous avez le texte dans son niveau de travail, là où il en est. Le conseil, c'est pareil, c'est dans la commission spécifique que vous allez trouver les textes en cours de travaux. La BCE, je vous ai mis le lien vers les textes. Donc au niveau européen, moi j'ai pas d'alerte. Il faut vraiment aller sur les sites quand vous savez qu'il y a un texte. La commission a fait une proposition, vous savez que ça fait à peu près 6 mois que la commission est sortie. Vous allez voir dans le Legislative Train, le Parlement va vous dire où est-ce qu'il en est de commencer à travailler sur le texte. Du coup, comme le Parlement a travaillé là-dessus, vous pouvez regarder côté conseil. Ce qui est intéressant, c'est d'aller voir quand les textes en sont au trilogue. Avant ça, c'est pas très intéressant, ils sont en train de reconstruire leurs amendements. En revanche, dès que vous passez au trilogue, là on commence à discuter sérieusement de ce que va être le texte final. La BCE, c'est l'inverse. La BCE, je vous rappelle, superviseur direct, quand elle sort un texte, ça s'applique à tout le monde. Donc là, généralement, vous avez des alertes BCE qui vont vous dire, voilà, il y a un changement dans Target ou dans Target 2, il y a un changement dans qu'est-ce qu'il y a eu récemment. Ah oui, ils ont sorti le co-management, ça c'était vraiment génial. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, c'est pas votre domaine. Alors, les autorités de supervision européenne. Là, les 3 ont des alertes sur leur texte et vous programmez votre alerte sur ce qui vous intéresse, dans l'autorité qui vous intéresse. Et là, vous recevez toutes les consultations. Donc, dès qu'elles sortent un projet, que ce soit un projet de texte de second niveau, RTS, ITS, ou un projet de ligne directrice, vous recevez tout en avance. Et ça vous dit, voilà, le texte est sorti en projet et ouvert à la consultation. Vous recevez évidemment tous les textes définitifs. Donc, la consultation est close et à la fin, ils vous disent, voilà le texte final. Ce que vous n'avez pas, et qu'il faut aller voir au journal officiel de l'Union européenne, donc sur Eurlex, c'est le moment où le texte définitif devient un règlement délégué. Encore une fois, il y a extrêmement peu de différence entre un texte définitif et un règlement délégué. Donc si vous loupez le règlement délégué, vous avez le texte définitif. Vous avez fait l'essentiel du travail en termes de veille. La plupart des gens utilisent en fait le format des ESA, qui est beaucoup plus lisible qu'un règlement délégué, pour travailler, quand il faut mettre en place un texte. Je dirais que l'aval de la commission est relativement facultatif. Donc là, c'est bien, c'est des alertes, ça arrive dans votre boîte mail. Vous avez juste à regarder ce qui vous intéresse. Législation nationale, site de l'Assemblée nationale, site du Sénat. Si vous n'êtes pas dans une association professionnelle qui va arriver avec « il y a des consultations, merci de nous informer de ce que vous voulez faire sur tel ou tel projet de loi », vous êtes complètement en dehors. Donc là, c'est vraiment, soit vous êtes dans une association professionnelle, vous avez l'info en avance, soit vous pouvez aller regarder parce que vous avez entendu parler du projet de loi, mais vous n'avez de toute façon aucune influence sur le texte jusqu'à sa composition finale. Donc je vous ai donné les liens pour info, mais il n'y a pas grand-chose à en faire. Est-ce que j'ai mis... J'ai même pas mis le lien. Non, je n'ai pas du tout mis le lien pour le reste, parce que là, pour le coup, il n'y a absolument pas de lien avec le recueil des... CCLRF, tout se fait par email.
Vous êtes membre d'une association, vous êtes dans la liste de distribution du CCLRF, vous recevez le mail, vous n'y êtes pas, vous ne le recevez pas. Les autorités de tutelle ont des alertes par email, donc c'est pareil, vous pouvez vous abonner sur les thèmes qui vous intéressent et recevoir toutes les informations en temps réel dès que quelque chose change. Sur les autorités de tutelle, je vous ai mis également les liens vers la jurisprudence. Les autorités de tutelle, vous avez deux choses, hein, quand sort une instruction, une position, une recommandation, et quand sort une sanction. Les deux sont aussi importants l'un que l'autre. Associations professionnelles, je vous ai mis les liens vers les associations, enfin vers le site public, sachant que tout l'intérêt de l'association professionnelle, c'est l'extranet privé que vous n'avez que si vous êtes dans le domaine. Le CCLRF, il y aurait un site public aussi, bon, qui ne sert pas à grand-chose. Voilà, donc pour les liens, je suis passée très vite, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est le slide avec les URL. Et maintenant, on passe à quand est-ce qu'on commence à travailler sur un texte. Avec deux choses différentes. Comment commencer à travailler sur un texte si vous êtes une entreprise assujettie, quand et comment commencer à travailler sur un texte quand vous êtes un cabinet de conseil. Et ça n'est pas toujours la même chose. Alors, la première phase, c'est il est urgent d'attendre. Vous pouvez prendre connaissance des textes pour votre culture générale. Et ça, c'est les textes de l'IOSCO et les textes balois. C'est-à-dire, ils sortent, ce sont des recommandations des institutions internationales. Ça vous donne une idée de la direction que prennent les choses. Voilà. Donc là, si ça vous intéresse, d'un point de vue culture générale, prenez connaissance des textes, ça peut être utile. Si vraiment vous êtes impliqué, vous êtes très spécialisé sur un point en particulier, vous pouvez répondre aux consultations. Ça m'est arrivé une fois, vraiment sur un point très très particulier, de répondre à une consultation du comité de Bâle. Alors contrairement aux autorités de tutelle européenne qui font des consultations et qui ne changent rien, le comité de Bâle, il prend vraiment en compte vos remarques. C'est-à-dire que je me suis retrouvée avec un texte définitif. Je dis, ah tiens, ça c'est moi. Donc voilà, bon, ça peut être intéressant si vraiment vous êtes expert sur un domaine et que ça vous intéresse. Proposition de la Commission européenne, encore une fois, tant que vous n'en êtes pas au trilogue, c'est bien de regarder la proposition, c'est bien de savoir ce que ça va changer, mais attendez que ça avance pour voir s'il y a du pushback de la part du Parlement ou du Conseil avant de vous plonger dedans. Les projets de loi, pareil en France, hein, entre le projet de loi et le texte définitif, il peut y avoir tellement de changements que on regarde le projet de loi, il faut savoir qu'il est là, il faut savoir qu'il va être travaillé, mais on ne commence pas à faire quoi que ce soit. Donc en consultation, là, c'est si vous êtes un établissement déjà, le département regulatory, le département lobbying, le département compliance peuvent essayer d'influencer les textes, notamment parce que, encore une fois, la commission, le Parlement, le Conseil, c'est pas leur boulot et c'est pas leur expertise. Donc là, ils attendent vraiment de la part des établissements qu'ils interviennent pour donner leur avis. Donc, consultation du BCBS, règlement et directives, ce sera votre association professionnelle qui va vous demander d'intervenir. Donc, si vous êtes dans le conseil, a priori, vous ne serez pas dedans, sauf si vous faites du conseil en lobbying ou si vous êtes dans un établissement à ce moment-là pour travailler dessus. Les textes de second niveau, c'est public. Si vous êtes dans votre domaine d'expertise, n'hésitez pas à répondre pour montrer justement une connaissance, une expertise sur un point particulier, ça peut être très utile. Les textes législatifs français, encore une fois, c'est si l'association professionnelle le demande. Donc, je vous en ai parlé un certain nombre de fois. Lorsqu'un texte de premier niveau est en trilogue, c'est le moment où vous allez avoir sa version définitive. Donc, quand la 4e colonne des trilogues est remplie, vous savez qu'il y a 99% de chances que ce soit le texte voté par le Parlement et le Conseil, donc celui que vous allez mettre en œuvre. Et là, vous avez effectivement une différence entre les sociétés et les cabinets de conseil. Les sociétés vont attendre que le texte paraisse au journal officiel. Elles ne vont pas s'embêter à aller chercher le texte en trilogue pour l'implémenter. Elles vont travailler dans le texte en trilogue. Le département conformité va travailler dans le texte en trilogue. En revanche, les opérationnels ne vont pas commencer à mettre des choses en place à ce stade.
À l'inverse, les cabinets de conseil qui ont besoin de monter une offre et donc d'intervenir en amont, parce que quand vous arrivez, le texte est paru, bonjour, j'ai fait un truc, oui, tout le monde aussi. Si vous voulez monter une offre, c'est au moment où le texte est en trilogue, que vous le connaissez, vous pouvez commencer à publier, vous pouvez commencer à communiquer, vous pouvez commencer à monter des offres, en sachant que ce sera ce texte qui va paraître à un moment donné. Voilà, donc j'ai mis un petit diamant pour dire que cabinet, c'est le bon moment pour travailler. Donc lorsque le texte est finalisé, pour les textes de premier niveau, c'est là où les établissements commencent à travailler sur le texte. Pour un cabinet de conseil, encore une fois, après la consultation, quand le texte est finalisé, c'est là que vous pouvez commencer à monter vos offres. Les lignes directrices, je vous ai expliqué qu'à part la CPR et la BaFin, elles sont souvent avalisées, donc vous savez qu'une ligne directrice, vous pouvez commencer à monter une offre dessus, même s'il y a des ajustements après au niveau de la traduction nationale. Les textes législatifs français, évidemment, dès qu'ils paraissent. Alors, la France, contrairement à l'Europe qui met des entrées en vigueur bien larges pour donner le temps à tout le monde de s'adapter, le texte, quand il sort au journal officiel français, c'est bon, bah, c'est d'application après-demain. Bon, c'est dans 20 jours, mais pour une banque et pour un changement réglementaire, c'est après-demain. Donc là, il est vraiment urgent de travailler. Et c'est un vrai problème. Heureusement que dans le milieu financier, ce sont essentiellement les textes européens qui entrent en vigueur, parce que la façon dont sortent les textes français, le texte est sorti et il est d'application immédiate. Sur certains textes, c'est un petit peu difficile de se mettre en ordre de marche immédiatement. Donc tous ces textes d'application, c'est là que vous avez vraiment toutes les propositions concrètes, toutes les exigences organisationnelles concrètes, et c'est là qu'il y a vraiment du travail à faire, pareil pour les cabinets de conseil, donc un bon point pour se focaliser. Et puis quand est-ce qu'il faut réagir immédiatement sur des textes? Les analyses du GAFI, je vous l'ai expliqué, en France, Code monétaire et financier dit on prend en compte le GAFI. Donc quand un texte du GAFI sort, quand vous êtes une banque, vous regardez tout de suite s'il faut changer vos processus. Quand vous êtes un cabinet de conseil, vous appelez vos clients bancaires. Est-ce que vous avez vu le changement des recommandations du GAFI? Est-ce que vous voulez que je vous aide à le mettre en œuvre? Tous les textes des superviseurs nationaux, qui eux aussi sortent et sont d'application immédiate. Donc c'est gentil, la CPR a sorti une recommandation, il faut changer totalement le processus de gestion des réclamations clientèle. Bon, bah, ça va nous prendre 6 mois, c'est censé être fait après-demain. Bon, d'un autre côté, la CPR ne viendra pas vous auditer là-dessus avant 6 mois. Mais officiellement, ça sort, c'est en vigueur. Et la jurisprudence, passionnant, et la jurisprudence, là je vous ai mis un gros diamant. La jurisprudence, c'est la manne, c'est vraiment la mise en œuvre opérationnelle détaillée et l'interprétation des textes. Et je pense que j'ai fini dans les... Oh là là, 45 minutes, on a rigolé. Voilà. C'est pour dire qu'on passe aux questions. Tout d'abord, avant les questions, j'aimerais remercier Nathalie Chauveau de nous avoir présenté comment on mettait en place une veille, quelle était la stratégie, à la fois quelles étaient les instances, comment est-ce que le droit se déclinait, quels étaient leurs niveaux et leurs règles d'application. Et que ce sont des compétences clés qu'il faut avoir quand on veut travailler dans un cabinet de conseil afin d'être proactif et de pouvoir monter une offre rapidement. Et au niveau de son employeur, pouvoir lui apporter quelque chose que peut-être qu'il n'a pas déjà vu et qui peut lui permettre justement de rapporter de nouveaux clients. Merci Nathalie. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a des questions? Personne ne s'est endormi, donc au moins vous avez tout écouté. Alors merci pour votre présentation, c'était super intéressant, c'était vraiment bien structuré, bien présenté, que ce soit au niveau des slides ou au niveau de l'intervention. Juste une question par rapport à la réception des alertes que vous avez mis en place. Est-ce que des fois il n'y a pas trop d'alertes qui arrivent sur votre boîte mail et c'est difficile de gérer le flux? Voilà. Ouais. Alors, quand on programme une alerte, on a plein de solutions. C'est vraiment très granulaire.
On peut s'abonner à tout, ce qu'il vaut mieux éviter de faire. Vous pouvez vous abonner au, par exemple, dans l'EBA, il y a des alertes sur les nominations à l'EBA. Qui part et qui arrive à la tête de telle ou telle commission. Ça, pour la veille réglementaire, on peut s'en passer. Ensuite, si je prends mes alertes FBF, il y a des thématiques sur lesquelles je suis, il y a des thématiques sur lesquelles je ne suis pas. Les thématiques fiscales ne m'intéressent pas du tout. Les thématiques prudentielles, j'ai tout coché. Après, il y a des alertes sur des dossiers, sur tout ce qui va être sur un thème, et puis vous pouvez avoir des alertes qui sont limitées au texte. Je ne regarde que les RTS, les ITS, les guidelines. Donc c'est vraiment très 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 granulaire. Toutes ces alertes sont très très granulaires, et ça permet vraiment de recevoir tout ce qui vous intéresse et uniquement ce qui vous intéresse. J'ai noté ça. Donc, oui, mais merci beaucoup. Je voulais savoir également si vous exploitiez des gisements à l'étranger, de sanctions, etc. Par exemple, est-ce qu'il y a un ACPR, je sais pas, en Belgique, au Luxembourg, ainsi de suite Alors, il y en a partout. Sur la partie LCBFT, l'Europe a décidé de consolider les sanctions. Ça veut dire qu'il va y avoir, je ne l'ai pas encore vu, donc il ne doit pas encore être mis en place, il y aura un repository de toutes les sanctions de tous les superviseurs nationaux européens au niveau du site, probablement au niveau du site de l'EBA ou au niveau des 3 autorités de tutelle. Okay. Après, moi, je ne regarde pas les superviseurs nationaux dans les autres pays parce que mes clients à l'étranger sont justement des autorités de marché centrales. Donc elles sont supervisées par l'ESMA et donc moi je regarde juste la jurisprudence ESMA. Je n'ai pas besoin de m'intéresser à la jurisprudence nationale. Mais il y a des... Voilà, quand j'avais des jobs à l'international, là pour le coup, j'avais des juristes locaux qui, eux, se chargeaient de me communiquer les textes et la jurisprudence locale. J'ai une autre question. Depuis que vous faites de la veille, est-ce que les sources sont plus facilement accessibles? Il y a plus de possibilités aujourd'hui qu'avant? Ou est-ce que vous constatez que c'est plus difficile aujourd'hui par rapport à avant? Non, c'est plus facile. Déjà parce que tous les textes européens, depuis 2010, sont descendus au niveau des ESA. Avant, tout était au niveau de la Commission. C'est un peu plus difficile de s'y retrouver sur le Parlement et le Conseil. Alors que les ESA, c'est vraiment très clair, les alertes sont bien faites, les textes sont vraiment disponibles à toutes les étapes. Donc, au niveau européen, c'est beaucoup plus facile depuis la création des ESA. La France, alors non, c'est ni plus simple ni plus compliqué qu'avant. L'ACPR, il change de site tous les 10 ans et c'est jamais tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il faut regarder une alerte au moment où elle sort parce qu'ensuite le référencement de l'alerte va changer, vous ne la retrouverez plus. Donc ça, c'est un léger problème. Le webmaster de l'ACPR n'est pas le webmaster le plus performant du monde. L'AMF, c'est relativement bien fait. Il y a un peu moins d'alertes. En revanche, la documentation est très structurée à l'intérieur du site, donc c'est relativement facile d'aller voir ce qui se passe. Donc non, je dirais que ça s'améliore plutôt. Alors une question. Vous êtes dans le secteur financier. Est-ce que vous côtoyez, on va dire, des personnes d'autres secteurs qui font de la veille juridique? Et quels sont les retours qu'ils ont, enfin, si c'est le cas, quels sont les retours qu'ils ont par rapport à leur veille? Comment ça marche? Alors très très peu, ça m'arrive sur les textes transverses, donc typiquement RGPD, qui s'applique à tout le monde. Donc là, j'étais dans les groupes de travail avec la présidente de la CNIL pour décliner le RGPD dans la loi informatique et liberté. Et là, je rencontrais des gens de L'Oréal ou de... Voilà, j'ai rencontré des gens de l'industrie que je ne côtoie pas habituellement. Sur l'AI-Act, c'est possible aussi, c'est un texte qui est très transverse. Donc évidemment, il impacte énormément la banque de détail, mais il impacte tout un tas d'autres secteurs. Donc là, il est tout à fait possible que dans des réunions de classe, je rencontre d'autres personnes. Mais sinon, le monde bancaire est un monde très 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 fermé. Et donc, on est souvent entre nous. Une dernière question? Est-ce que vous avez eu l'occasion d'utiliser une plateforme de veille? Je sais que c'est extrêmement cher, finalement, d'en avoir une, d'en utiliser une. Ça n'apporte rien quand on a
déjà tout ce panel-là. Quand on est dans les associations, quand on est abonné aux alertes, la plateforme de veille ne va vraiment rien vous donner. Une plateforme de veille, ça va être bien effectivement quand vous travaillez à l'international, vous allez prendre un gros cabinet international et il va vous apporter de la veille de partout, et là vous aurez la jurisprudence locale, vous allez avoir la loi les lois nationales ailleurs, ça va être utile. Pour faire de l'européen dans la finance, c'est pas la peine. Merci. Bien, je remercie Nathalie.